Rocambolesque, mais aussi dramatique, notre enquête sur la condamnation à perpétuité de 3 Français en Libye. Arrestation à l'audience d'un PDG de grand magasin condamné pour abus de biens sociaux. Des petites phrases de Claude Chesson sur les Palestiniens, protestation de M. Begin et des organisations pro-israéliennes en France. Enfin, très belle performance de Noah, vainqueur hier du tournoi de Palm Springs aux dépens de Lendl. Les images du match. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier soir, je vous parlais de cette incroyable affaire d'espionnage de 3 Français condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en Libye. Sur le papier, apparemment, l'accusation ne tient pas, d'autant que les Libyens se refusent à toute déclaration qui aurait pu nous éclairer. Alors, nous avons voulu enquêter nous-mêmes sur l'histoire de Madame Dupont, partie un beau jour de 79 avec ses 2 enfants en Algérie, puis en Libye avec un simple visa touristique valable 3 mois. Enquête à la source, nous sommes partis dans leur village, une petite commune des environs de Valenciennes. Daniel Catlin n'a pas eu besoin de très longtemps pour découvrir que ces gens modestes à tout point de vue, simples dirions-nous, n'avaient pas du tout le profil type de l'espion. Auchin, une cité ouvrière où vivent les ouvriers d'usine Nord Valenciennes. Dans cette maison, la famille Dupont, une famille sans histoire jusqu'en 1975. Puis, tout à coup, le coup dur. Le père est tué d'un coup de fusil accidentel. La mère se retrouve, grâce à l'assurance vie, à la tête d'une forte somme qu'elle n'est pas préparée à gérer. Sa vie et celle de ses 2 enfants, que l'on dit un peu diminués, changent du tout au tout. Elle reçoit, se fait de nouveaux amis, beaucoup sont des travailleurs algériens. En 79, elle vend sa maison à un certain Monsieur X, puis disparaît en Algérie. On apprend par la suite qu'elle est en difficulté en Libye. On apprend aujourd'hui que la mère et ses 2 enfants viennent d'être condamnés à la prison à perpétuité pour espionnage. Il ne reste que ses photos et un comité de soutien. Ces Dupont ont été expédiés littéralement en Libye comme des véritables colis humains par un certain Monsieur X. Ce Monsieur X serait donc une personne qui aurait eu intérêt à leur faire quitter la région? Oh, sûrement. Sûrement. Nous ne sommes pas affirmatifs, mais nous sommes sûrement dans le bon sens. Pour des raisons de gros sous? Exactement. Parce que ces gens-là étaient incapables de prendre un autocar pour aller sur Valenciennes. Même sur demain. Comment voulez-vous qu'ils aillent s'expédier, eux, de leurs propres mains, à Marseille? C'est pas croyable. À quelques numéros de là, le fameux Monsieur X, apparemment victime d'une rumeur. Monsieur X, pour la première fois, accepte de se dévoiler. Monsieur X dont on parle, en fait, c'est vous, Monsieur Dino Di Masso. Vous avez décidé de ne pas garder l'anonymat. Absolument, oui. Vous avez bien acheté la maison de Madame Dupont, Monsieur Di Masso. Oui, c'est moi qui ai acheté la maison, oui. Vous gérez également leurs biens. Vous avez une procuration sur le livret de caisse d'épargne? Oui, j'ai une procuration, mais de là à dire que je gère leurs biens, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, c'est-à-dire que cette procuration, vous en avez fait quoi depuis 22 mois? Mais absolument rien. Je me suis servi de ce livret quand les Dupont me l'ont demandé, lorsqu'ils étaient encore en Algérie. Depuis qu'ils sont passés à Libye, malheureusement, je n'ai pas pu continuer à les aider. Et le livret est resté tel quel. Parce que vous avez essayé d'entrer en contact avec eux en Libye? C'est eux qui sont entrés en contact avec moi. Puisqu'ils étaient en difficulté et ils m'ont écrit pour me demander de l'aide. Pourquoi aviez-vous procuration sur ce livret? Parce qu'ils me l'ont demandé avant de partir. Une étrange affaire qui fait beaucoup travailler les imaginations. Une chose est sûre, une femme et ses 2 enfants risquent de croupir longtemps dans les prisons libyennes. Oui, de son côté, le Quai d'Orsay ne comprend pas plus que nous. Il s'emploie à essayer de demander la grâce de ces 3 Français. Le chargé d'affaires libyen a été convoqué ce matin au Quai d'Orsay. Écoutez le témoignage du consul de France à Tripoli que nous avons joint par téléphone. Nous nous attendions à une peine légère, couvrant tout juste les 22 mois de détention préventive. Alors savez-vous où sont-ils à l'heure actuelle? Oh, ils doivent être encore la mère et le fils aîné à l'hôpital psychiatrique et le fils cadet à la prison d'El Jdaïda, mais puisqu'il est condamné, il va changer de prison. Dans quel état sont-ils? La mère, qui a 58 ans actuellement, paraît en avoir 80. Le fils aîné, enfin, je ne voudrais pas... Bon, secret médical, si vous voulez. Bon, ils sont dans un état lamentable. Lamentable. Que pensez-vous faire maintenant? Eh bien, nous, sur le plan local, nous allons continuer à les aider, à leur rendre visite,
à s'assurer qu'ils sont convenablement traités, que la mère et le fils aîné reçoivent les soins que leur état nécessite. Oui, une affaire que, bien entendu, nous allons continuer à suivre pas à pas. L'indice des prix pour le mois de janvier, 1%, dit l'INSEE. Le résultat définitif sera publié jeudi. Je vous rappelle que l'année dernière, l'indice global a été de 14%. Un PDG de société condamné cet après-midi à 4 ans de prison et, ce qui est plus rare, arrêté à l'audience. Monsieur Amsalem exploitait à Paris et dans le Midi une vingtaine de magasins, prise unique ou printanière. On le poursuivait pour abus de biens sociaux. Alors, Paul Lefebvre, d'abord un mot sur la procédure assez exceptionnelle d'arrestation à l'audience. Oui, mais la procédure, c'est la procédure prévue par la loi, et d'ailleurs le maximum pour abus de biens sociaux, c'est 5 ans ferme, donc finalement la peine se fixe, disons, à la moitié. Évidemment, ça n'est pas courant. Le jugement du président Gut n'est pas quelque chose que l'on rencontre fréquemment dans les salles d'audience. En tout cas, pas pour un délinquant en col blanc. Voilà, c'est au fond quelque chose de nouveau sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel est le fond de l'affaire? Eh bien, M. Amsalem était le PDG, vous l'avez dit, d'un groupe de sociétés de grande distribution qui était associé au groupe Prise Unique. C'était associé pour un certain nombre de procédés, en particulier pour les centrales d'achat. Alors, il était accusé d'avoir dissimulé entre 78 et 81 une somme de 11 millions de francs nouveaux de recettes. Alors, ça se passait de la façon suivante. Chaque semaine, chacun des directeurs mettait environ 2% de la recette dans une enveloppe liquide évidemment, et qui était ensuite envoyée à M. Amsalem, et la secrétaire de M. Amsalem notait tout ça sur un petit cahier rouge qui a d'ailleurs, à l'audience, été une sorte de livre des péchés de M. Amsalem. Et on dissimulait cela en disant que c'était soit des contre-valeurs des vols, soit par le jeu de fausses factures. L'argent, dit l'accusation, a été utilisé à des fins personnelles, placé sur des comptes cagnottes de M. Amsalem. M. Amsalem qui n'a cessé de dire durant toute l'audience, moi j'ai été racketté, mais on ne l'a pas cru. Alors le président Gut a estimé que c'était le symbole même de la délinquance en col blanc qui, en fraudant le fisc, vole la collectivité tout entière. Je vous rappelle 4 ans de prison dont 2 fermes, plus 200 millions anciens d'amende, plus surtout les rappels du fisc qui vont être très lourds. Et puis une condamnation plus légère de la secrétaire. Oui. Une caravelle d'Air Inter qui devait se poser à Lourdes, détournée finalement sur Pau après une manifestation de la CFDT. L'affaire n'est pas simple. Le syndicat était en conflit avec la CGT, qui depuis un mois occupe 2 usines de Tarbes. À l'heure du déjeuner, la CFDT a occupé par surprise l'aéroport de Lourdes pour exiger que le travail reprenne dans ces usines. Une 60aine de personnes ont bloqué la piste au moment où la caravelle s'apprêtait à atterrir et la tour de contrôle a détourné l'appareil sur Pau. Le ministre des PTT, retenu dans son bureau de Caen pendant 2 heures par des militants du Sidunati, M. Mexando, vous le voyez, a dû faire appel à la police pour pouvoir regagner Paris. Une vingtaine de personnes ont été interpellées puis gardées à vue. Les manifestants voulaient favoriser une entrevue entre Gérard Nicou et le Premier ministre. Ils ont donc été interpellés. Jean Menu, le président de la CGC, ne participera pas à la table ronde sur l'encadrement qui, demain, doit réunir à Matignon les pouvoirs publics et les organisations syndicales. C'est son délégué général, Paul Marchelli, qui représentera la CGC. La CGC qui se montre très méfiante vis-à-vis d'une initiative qui, pense-t-elle, vise à contester sa représentativité chez les cadres au profit des confédérations ouvrières. Les cadres dont l'effectif global est difficile à estimer, les chiffres varient entre 1 500 000 et 3 millions de salariés. Laurence Graffin. Il est énarque, HEC ou centralien, ou bien sans diplôme et formé sur le tas. Il a de hautes responsabilités dans une grande multinationale à New York, ou bien il travaille dans une petite entreprise près d'un village de 200 habitants. Il négocie sa carrière d'une entreprise à l'autre, ou il est lié à vie à l'entreprise qui l'a formé. Il est petit patron ou agent de maîtrise et encadre d'autres salariés, ou bien il est chercheur, comptable ou VRP et n'encadre personne. On le nomme cadre, mais sous cette étiquette, il est insaisissable. Et l'organisation vouée aux cadres, la CGC, n'en a pas l'exclusivité, car 2/3 des cadres s'adressent aux grandes centrales ouvrières. Même si ces organisations ne voient pas les problèmes des cadres avec les mêmes yeux, un certain nombre de thèmes les préoccupent toutes. La place des cadres dans l'entreprise, et surtout dans les sociétés nationalisées, la réduction du temps de travail, l'emploi, la sécurité sociale, l'évolution du salaire des cadres et de leurs feuilles d'impôt. Des thèmes suffisamment importants pour que le gouvernement mobilise demain 7 ministres pour engager, c'est du moins ce qu'ils souhaitent, une nouvelle forme de dialogue.
7 ministres, dont le Premier ministre lui-même. À l'instant, l'UDF demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de l'information publique à la radio-télévision. L'UDF qui fait allusion à 2 affaires sur TF1 et FR3 et qui estime que de tels faits relèvent un véritable danger pour l'impartialité de l'information. Les conséquences de la dévaluation du franc belge, décidée cette nuit, 8,5%, qui devrait aider à une relance d'une économie quelque peu endormie depuis quelques mois. Et une dévaluation qui modifie aussi les règles du jeu communautaire. Cela va compliquer notamment quelque peu les négociations agricoles de Bruxelles, mais en fin de compte, ça ne devrait pas être très mauvais pour les paysans français, par exemple. C'est avant tout des produits agricoles que la Belgique achète à la France. Pourtant, pour les agriculteurs français que nous voyons sur ces images, la dévaluation du franc belge devrait être plutôt positive. En effet, compte tenu des règles de l'Europe agricole, le prix payé aux agriculteurs français devrait augmenter. Autre point positif, les éleveurs de porcs belges qui étaient très agressifs en France vont voir leur prix de vente augmenter à l'exportation. En matière automobile, les conséquences de la dévaluation du franc belge sont mitigées. Pour Renault, ce n'est pas très grave. En effet, 80% des 30 000 voitures qu'il vend en Belgique sont fabriquées sur place. Et la R9, dont on voit ici une unité de production à Douai, sera bientôt fabriquée en Belgique. Pour Peugeot Talbot, c'est plus embêtant dans la mesure où ils ne fabriquent pas sur place. En revanche, les voitures étrangères fabriquées en Belgique et exportées en France vont voir leur compétitivité augmenter de 8,5%. Ce pourrait être en particulier le cas des voitures américaines. Quant à la sidérurgie, on pourrait penser que les conséquences de la dévaluation du franc belge seraient importantes. En effet, le quart des exportations belges vers la France sont constituées de produits sidérurgiques. Eh bien non, les conséquences seront négligeables. Les usages des producteurs européens d'acier font que lorsque la monnaie d'un pays est dévaluée, les prix minima de l'acier sont rehaussés d'autant. Retour à Paris de Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, au terme d'une tournée au Proche-Orient, dans les Émirats et en Irak, tournée contestée par un certain nombre d'organisations juives qui n'ont pas aimé la place donnée à l'OLP et la localisation souhaitée d'un futur État palestinien à l'intérieur des territoires occupés par Israël. Le président du Congrès juif mondial s'est déclaré rassuré après son entretien avec le chef de l'État ce matin, mais d'autres organisations pro-israéliennes ont réagi sévèrement. À 10 jours de la visite en Israël de François Mitterrand, nous avons voulu connaître l'opinion de l'ambassadeur israélien en France. L'ambassadeur d'Israël à Paris, jugez-vous la diplomatie française, est-elle incohérente, maladroite ou au contraire logique? Comme vous le savez, vous venez de le dire, le président de la République sera en Israël le 3 mars. Nous nous réjouissons beaucoup de cette visite et je crois que ce sera une bonne occasion pour expliquer à la France, au plus haut niveau, la position d'Israël en ce qui concerne le problème palestinien et pourquoi Israël ne peut pas négocier avec l'OLP. D'ailleurs, vous le savez, l'OLP, ce n'est pas le FLN. Les situations ne sont pas comparables puisque le FLN n'a jamais voulu établir sa capitale à Paris et le FLN n'a jamais nié à la France son droit à l'existence. Cette diplomatie est-elle incohérente ou logique? Vous ne vous attendez pas à ce que je mène un débat par l'entremise de la télévision sur ces problèmes. J'ai dit que la visite du président de la République en Israël sera l'occasion de présenter le point de vue d'Israël, qui est d'ailleurs unanime en ce qui concerne la non-création d'un troisième État palestinien, puisqu'il y a déjà un État palestinien arabe qui est la Jordanie, un deuxième État palestinien juif qui est Israël, et il n'y a pas de place pour un troisième État palestinien qui deviendra une base soviétique au Moyen-Orient. Donc il y a une approche différente entre vous et la France à propos du problème israélien actuellement, israélo-palestinien. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'identité de vue. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une identité de vue, étant donné que pour tous les pays du monde, le problème du Proche-Orient, c'est un problème de politique étrangère. Pour Israël, c'est une question de vie ou de mort. Quant à Menahem Begin, le Premier ministre israélien, il a dit, lui sans embâche, que la France ferait mieux de s'occuper de ses affaires et de l'autonomie qu'elle devrait accorder à la Corse plutôt que de se soucier des territoires en Israël. Alors ces territoires de Cisjordanie, une de nos équipes, conduite par Philippe Rochaud et Jacques Douai, vient de les parcourir. Mère Thérèse,
Une véritable frénésie de construction s'est emparée des Palestiniens des territoires occupés. À Beit Zahour, près de Bethléem, les habitants travaillent jour et nuit afin de prendre de vitesse l'administration et l'armée israélienne qui veulent réquisitionner de nouvelles terres. Nous voulons construire 30 maisons ici car les Israéliens veulent prendre la terre et nous voulons rester ici. Nous ne voulons pas aller nous réfugier en Jordanie ou au Liban. Nous voulons rester ici et vivre en paix. Et vous pensez que l'autonomie soit une bonne chose pour les Palestiniens? Non, l'autonomie ce sera la même chose. Dans quelques années, 10 peut-être, ils nous diront de partir. Ils veulent la terre, l'eau, tout. Et que nous vivions ici comme des rien du tout. Si l'on construit aussi à la sortie du village de Beit Zahour, ça n'est pas cette fois pour empêcher les réquisitions de terre. Cette famille rebâtit seulement sa propre maison, plastiquée en novembre dernier par l'armée israélienne. Le fils cadet de la famille avait jeté une bouteille sur une patrouille militaire pendant une manifestation. Pas de blessés, mais on a voulu faire un exemple, et pendant 3 mois, ses parents ont dû dormir sous la tente. Aujourd'hui, on parle de bavure, mais depuis 1967, plus de 1200 maisons ont été ainsi plastiquées dans les territoires occupés. Voyez, c'est lui, c'est mon fils, le petit. Il a 15 ans, et aujourd'hui encore, il est en prison. Qu'est-ce que vous pensez des pourparlers actuels sur l'autonomie palestinienne? L'autonomie, ce sera la même chose qu'avec l'armée israélienne. Il n'y a rien de nouveau. Nous voulons vivre en paix ici, pas de fusils. Nous voulons un gouvernement palestinien à nous. Quand ils ont détruit notre maison, ça n'était pas un signe de paix. Nous voulons vivre dans notre pays, avec un gouvernement palestinien. Cette autre maison, de Beit Zahour, avait aussi été plastiquée par l'armée après des manifestations anti-israéliennes. Mais cette fois, des Israéliens sont venus eux-mêmes aider les familles palestiniennes à reconstruire. C'est peut-être le plus bel exemple d'un dialogue possible entre Israéliens et Palestiniens. Ces jeunes de 20 à 25 ans sont venus d'un kibboutz du désert du Negev, à 200 km d'ici, et n'hésitent pas à travailler le jour sacré du Shabbat pour montrer qu'ils sont solidaires des Palestiniens des territoires occupés. C'est notre façon d'expliquer qu'il y a dans ce pays des Israéliens qui ont une façon différente de penser, qui ne pensent pas que faire exploser des maisons, c'est la solution. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes en Israël qui pensent comme vous, ou si vous êtes une minorité? Il y a des jeunes qui pensent comme nous, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore la minorité. Sinon, nous ne serions pas arrivés à ça. Israéliens et Palestiniens bâtissant ensemble une maison, c'est peut-être l'image d'un dialogue futur, mais aujourd'hui, il reste encore l'exception. L'humanité s'en est pris aujourd'hui à l'ambassadeur de France au Chili qui, dans une interview à un hebdomadaire local, serait déclaré convaincu que le pays le moins libre d'Amérique latine était Cuba. Le communisme étant, a-t-il ajouté, la négation de la liberté et un système contraire à l'être humain. Monsieur Lajoigny, le président du groupe communiste à l'Assemblée, a demandé des sanctions contre cet ambassadeur. Iran, un attentat dans la capitale, une bombe de très forte puissance placée dans un camion-benz le long d'une caserne de Téhéran a fait plus de 10 morts, dont 3 femmes, un écolier et d'autres civils. L'or au plus bas niveau à Paris depuis 2 ans, le lingot d'1 kilo est tombé à 70 120 francs. La mort de René Dubos, un pionnier de l'immunologie et de la défense de l'environnement humain. Il avait consacré plus de 20 livres à sa passion et il est mort le jour de son 81e anniversaire à New York où il était reconnu comme l'un des plus grands Français de son temps. Les sports maintenant avec tout d'abord cette très belle victoire de Yannick Noah la nuit dernière en finale du tournoi de Palm Springs aux dépens du Tchécoslovaque Lendl. Noah se place ainsi au 3e rang du Grand Prix 82. C'est sa 8e victoire au Grand Prix et la première de la saison. Il a ainsi mis fin à une série de 44 victoires consécutives de Lendl. Dominique Duvauchel.
Sur ce court synthétique de Californie, Lendl est au fond. Noah a perdu le premier set 3-6, il a gagné le deuxième 6-2. Il mène 5-4 dans le troisième set. Noah! 40-30. And he has the first two games of the second set. Noah a cherché toujours à déplacer Lendl. Il a été très offensif et très souvent, comme ici, il est monté à la volée. Balle de match. C'est fait derrière McEnroe et l'Américain John Sadri. Yannick Noah est troisième au classement du Grand Prix. C'est une grande satisfaction d'abord parce que le fait de battre Lendl qui est dans les premiers ou deuxièmes du monde, ensuite le battre et terminer une série de 45 tournois, je pense que vraiment c'est un grand jour pour moi. Quelqu'un me disait hier soir, si Yannick bat Lendl aujourd'hui, il rentre dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux, c'est le début de sa carrière, ou c'est une grande carrière. Vous savez, le début de ma carrière, j'ai commencé il y a 4 ans. Aux États-Unis, il disait, puisqu'il était américain. J'ai déjà battu Lendl l'année dernière à la même époque pratiquement, et bon, il s'est passé certaines choses, peut-être beaucoup moins que je n'espérais. Enfin, maintenant, je vais essayer de continuer. Il y a la Coupe Davis. Dans 10 jours, on va essayer de faire le maximum. Est-ce que ça donne effectivement des espoirs pour battre Vilas dans la Coupe Davis? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce que Noah m'a battu commente Lendl qui devient un plus grand joueur. Il l'était déjà auparavant. Mais pour entrer dans les 5 ou les 3 meilleurs mondiaux, croyez-moi, il ne suffit pas de gagner un seul match. Pas mal quand même. Voici maintenant la composition de l'équipe de France de football qui doit demain soir affronter l'Italie dans un match de préparation pour la Coupe du Monde. Vous remarquerez le retour de Baratelli dans les buts et de Solaire en attaque. Et puis deux nouveaux, deux bleus chez les Bleus si vous voulez, Amoros et Bravo. Lionel Chamoulot vous les présente. L'arrivée au premier plan de ces deux joueurs n'est pas une surprise. Michel Hidalgo avait depuis quelque temps l'œil sur eux. Manuel Amoros, 20 ans, 1m74 pour 70 kg, actuellement militaire à Fontainebleau. Amoros a signé un contrat professionnel à Monaco en juillet 81. Depuis, il n'a cessé de progresser au point que Michel Hidalgo n'a pas hésité, à la suite du forfait de Bossis, à lui offrir la place de titulaire au poste d'arrière droit demain face à l'Italie. Ça a été plutôt de la joie que de la crainte, puisque bon, en arrivant ici, je ne pensais pas jouer. Enfin, une mi-temps ou 20 minutes, et là j'arrive, je suis titulaire, c'est formidable. Vous devez votre sélection au forfait de Maxime Bossis? Oui, c'est sûr, je dois ma sélection à Maxime, mais si vous voulez, il est blessé, et bon, il ne veut pas prendre de risques, et je pense que c'est normal. Ces Italiens vous font peur? Oui, un peu, oui. Daniel Bravo, 19 ans, 1m76 pour 67 kg. Ce jeune attaquant, que l'on dit surdoué, a eu le mérite d'attirer l'œil du sélectionneur alors qu'il évolue à l'OGC Nice, le bon dernier du championnat. Avec cette première sélection, Daniel, qui n'est pas encore professionnel, se retrouve parmi les grands et il n'en croit pas ses yeux. Je suis en train de vivre un rêve, puisque il y a à peine 3 saisons, j'ai volé dans un tout petit club en cadets nationaux. Et je voyais les joueurs professionnels et les joueurs de l'équipe de France comme des montagnes. Et maintenant, je suis au milieu et c'est extraordinaire. Alors, en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas titulaire, mais est-ce que Michel Hidalgo vous a laissé entendre que vous alliez rentrer en cours de match? Oui, M. Hidalgo m'a dit qu'il me ferait sûrement rentrer 20 minutes ou une mi-temps au maximum. Pour jouer à quel poste, ailier droit? Sûrement, oui. Demain soir, ces deux-là auront une immense chance à saisir, celle de séduire pour faire partie des 22 sélectionnés qui iront en Espagne pour disputer la Coupe du Monde. Nous terminons ce journal sur un hommage justifié à Orson Welles, notre homme du jour, et sans doute peut-être même un mythe, arrivé cette nuit en France pour recevoir des mains du chef de l'État la cravate de commandeur de la Légion d'honneur et pour présider samedi prochain la nuit des Oscars, des Césars, pardon, c'est en France. Orson Welles qui, dans sa première conférence de presse, a eu quelques propos désabusés sur le métier d'acteur et la mort.
prefer acting to directing? Je préfère jouer plutôt que mettre en scène. Because I think it's the most important part of a film. Je pense que c'est la partie la plus importante du film. The director is the most overrated artist in the entire world. Le metteur en scène de cinéma, c'est l'artiste le plus surestimé dans le monde. And that is not to make little of the great films that have been made by directors, but it is the only art form in which it is possible for somebody with no talent whatsoever to be a success for 50 years and never be discovered. Oui, je ne veux pas du tout diminuer les bons films qui ont été faits, mais enfin c'est la seule forme artistique où quelqu'un, pendant 50 ans, sans aucun talent, peut avoir énormément de succès et n'être jamais découvert. Life, I've always felt that death was very close to me ever since I was about 10 years old. J'ai toujours pensé que la mort était très près de moi dès l'âge de 10 ans. And although, from an actuarial point of view, death is actually closer to me now, it could not be closer than it's always been. Et bien que peut-être d'un point de vue concret, je pense que la mort est plus près de moi qu'elle n'a jamais été. Elle ne pouvait pas être plus près qu'elle n'a été pendant toute ma vie. I've always lived. I rejoice in the presence of death. J'ai toujours vécu, je me suis réjoui de la présence de la mort. Because I think it's what makes life brilliant and beautiful. C'est ce qui rend la vie belle et brillante. And that without it, the world would be ridiculous. And I am interested in it from every point of view. Sans elle, la vie serait ridicule et je suis intéressé par elle de tous les points de vue. My interest has not dimmed with its approach. Mon intérêt pour elle n'a pas diminué avec le fait qu'elle se rapproche de moi. Oui, Orson Welles, un géant à tout point de vue du cinéma. Alain Pétré, la météo pour demain? Un temps de saison. Il fera à l'est beau, froid et sec, et à l'ouest il fera pas beau, pas froid et pas sec. Alors on va voir ça sur notre carte. Vous allez comprendre, c'est très simple. Sur la moitié est du pays, en gros du pays de Caux, au nord du Massif central, aux Alpes, temps beau, froid et sec quasiment toute la journée, avec peut-être en fin de journée arrivée d'une petite zone de neige sur l'est du pays. Ailleurs, donc sur l'ouest de la Bretagne, au bassin aquitain, au Languedoc-Roussillon et à la Corse, où la Corse, le temps sera variable en attendant que la pluie arrive. Le temps sera donc nuageux avec quelques pluies éparses, surtout sur les versants est et sud-est des montagnes, où il neigera au-dessus de 1200 mètres, Pyrénées et Massif central. Progressivement, des éclaircies se feront plus belles en cours de journée par la Bretagne jusqu'au bassin aquitain. Voilà, c'est un temps très tranché, froid ici, humide là, plus doux. Les températures prévues pour demain par la météo nationale, j'ai indiqué ici la limite des gelées de cette nuit jusqu'à -4, -5, -6 dans l'est, moyenne -2, mais l'après-midi, car ce sont les températures de l'après-midi, c'est toujours froid sur un grand quart nord-est et à l'intérieur du pays, c'est frais à l'ouest et au sud, on ne peut plus tellement parler de douceur, il faisait 9 degrés à Marseille aujourd'hui, ce n'est quand même pas très chaud. Notre agenda pour demain est assez copieux. Demain, c'est le mardi 23 février. 4 minutes de soleil en plus. Levé 7h46, couché 18h23. C'est la nouvelle lune. Il ne faut pas voir des accouchements en plus. C'est également la fête de Saint-Lazare. Et puis, c'est Mardi Gras que je vous avais annoncé par erreur il y a un mois. Ça vous donnera l'occasion de manger des crêpes en plus demain. Bien, le prochain journal vous sera présenté ce soir par Hervé Claude à 23h15 et demain, antenne du midi, recevra le père Michel Candias qui vient d'obtenir le premier prix international des droits de l'homme. Je vous rappelle très brièvement les titres de l'actualité de la journée. Tout d'abord, l'indice des prix pour le mois de janvier, 1%. L'arrestation à l'audience d'un PDG de grand magasin condamné pour abus de biens sociaux. Et puis la belle victoire de Noah qui a battu Lendl en finale du tournoi de Palm Springs. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Bonne soirée à tous.